Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France proposée par les Digital Doers. Nous sommes le 9 décembre 2022. Au sommaire cette semaine, 5 articles. Malgré l'inflation, l'économie française continue à résister, à lire sur bfmtv.com. Recyclage et seconde main, dernier recours pour la mode, à lire sur fashionunited.fr. Carte cadeau et chèque cadeau, un marché silencieux qui se numérise, à lire sur siècledigital.fr. Decathlon, l'enseigne reine de l'expérience client, à lire sur fashionunited.fr. Post-pandémie, comment l'industrie du luxe a su se réinventer pour rester attractive, à lire toujours sur fashionunited.fr. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. De cette revue de presse, je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Avant de commencer, un petit message avec les Digital Doers. Je produis et anime des chaînes de podcast pour compte de tiers, c'est-à-dire pour vous qui écoutez cette revue de presse, acteurs de notre écosystème. Si vous souhaitez animer la prise de parole sur votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous et moi autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. Enfin, je vous invite à écouter l'épisode 153 avec Christophe Dos Santos, CEO d'Alice's Garden, le pure player du Nord qui vend du mobilier et accessoires de jardin. Une conversation passionnante où l'on aborde, entre autres, les sujets du sourcing et de l'exécution des opérations. D'ici là, je vous souhaite une bonne écoute, évidemment, toujours sans coupure. Malgré l'inflation, l'économie française continue à résister, à lire sur bfmtv.com en date du 8 décembre. Selon la Banque de France, l'activité tricolore devrait progresser de 0,2% en novembre et de 0,1% sur l'ensemble du quatrième trimestre. Contrairement à certains de ses voisins, l'économie française échappe encore à la récession. Selon la note de conjoncture de la Banque de France publiée ce jeudi, l'activité tricolore continue à résister globalement malgré un climat très incertain sur fond d'inflation, de guerre en Ukraine et de crise énergétique. Après avoir reculé de 0,4% en octobre, la croissance du PIB devrait ainsi repasser dans le vert en novembre à plus 0,2%. Sur l'ensemble du quatrième trimestre, l'activité progresserait légèrement de 0,1% par rapport au trimestre précédent. Selon les chefs d'entreprise participant à notre enquête, l'activité du mois de novembre a progressé dans chacun des 3 grands secteurs, industrie, services marchands, bâtiments, de façon d'ailleurs plus prononcée qu'anticipée le mois dernier, se félicite la Banque de France. Inquiétude pour les mois à venir. La flambée des prix énergétiques n'a toutefois pas été sans conséquence. Un quart des entreprises assure qu'elle a perturbé leur activité en novembre, dont 6% fortement. Et pour les 3 prochains mois, plus d'un tiers des sondés s'attendent à voir leur activité de nouveau affectée par l'évolution des prix et de la disponibilité de l'énergie, dont 42% dans l'industrie. Elles sont de surcroît 55% à estimer que cette situation aura un impact sur leur marge. Dans ces conditions, les prévisions pour décembre sont plus mitigées. Dans l'industrie, l'activité devrait stagner avec des disparités importantes. Elle se replierait dans les secteurs des équipements électroniques, des produits en caoutchouc, du plastique ou encore dans la chimie, mais progresserait dans la pharmacie, les produits informatiques, l'automobile, l'aéronautique et les transports. Les chefs d'entreprise du secteur tertiaire s'attendent, eux, à une nouvelle progression de leur activité en décembre, notamment dans l'hébergement-restauration. Des difficultés d'approvisionnement et de recrutement en baisse, mais des coûts de production toujours élevés. Si l'activité résiste aussi bien, c'est aussi parce que les difficultés d'approvisionnement continuent de se replier et sont désormais significativement en dessous de leur niveau du printemps 2021, souligne la Banque de France. En novembre, 41% des chefs d'entreprise industriels disent avoir du mal à s'approvisionner contre 43% en octobre et 48% en septembre. Même constat dans le bâtiment où 36% des chefs d'entreprise éprouvaient encore des difficultés d'approvisionnement le mois dernier, après 41% en octobre. De nouvelles hausses de prix en novembre. Notons que les difficultés de recrutement s'estompent également, mais demeurent élevées. 53% des chefs d'entreprise en novembre, après 55% en octobre, en particulier dans le secteur des services.
alors qu'elle baisse davantage dans le bâtiment. En revanche, les entreprises continuent à faire face à des coûts des matières premières et des produits finis particulièrement élevés. Résultat, une entreprise de l'industrie manufacturière sur 5 dit avoir augmenté ses prix de vente en novembre. C'est aussi le cas de près de la moitié des entreprises du bâtiment et de 17% des entreprises de services. Fashion reboot de l'IFM, recyclage et seconde main, dernier recours pour la mode, à lire sur fashionunited.fr en date du 2 décembre. Conjoncture politique et économique, données chiffrées sur l'évolution du marché de la mode, potentiel du recyclage et de la seconde main. Jeudi 1er décembre 2022, l'écosystème de la mode était convié au séminaire annuel de l'Institut français de la mode, IFM, pour repenser la mode, repenser, réinventer ou littéralement redémarrer un système qui ne fonctionne définitivement plus comme avant. Covid, guerre en Ukraine, crise énergétique aujourd'hui. Peut-on encore faire du business as usual ? Interroge Lucas Delattre, ancien journaliste, dorénavant professeur à l'IFM, fringant animateur de ce séminaire. Non, lui répond le premier invité, Alain Frachon, journaliste au Monde. C'est la fin de l'âge d'or de la mondialisation, la prise de conscience de notre dépendance vis-à-vis de certains produits et par extension la montée du protectionnisme. De quoi faire évoluer la donne du business mode, jusqu'alors basé sur la délocalisation et les importations ? Sans doute. Le tout pour partout, tout le temps, tout de suite, a probablement vécu et nous devons nous préparer à 2 ans de récession, explique le deuxième intervenant, Denis Ferrand, directeur général de Rexcode, qui s'est livré à une explication implacable sur la préoccupation actuelle, l'inflation. Pendant le confinement, le monde entier a arrêté de produire, mais les revenus ont été maintenus. Résultat post-Covid, les gens ont voulu dépenser, les entreprises investir, sauf qu'il n'y avait peu, voire plus de produits sur le marché. La tension sur l'offre a créé un dérapage des prix qui s'est transformé en choc avec la crise énergétique, CQFD. Denis Ferrand a néanmoins pondéré sa démonstration avec le fait qu'aujourd'hui, la demande stagnant, l'offre augmentant, les prix vont nécessairement repartir à la baisse. Selon lui, l'inflation ne devrait donc pas s'installer au-delà de 2023. Quels enseignements les professionnels de la mode peuvent-ils tirer de la conjoncture géopolitique et économique ? Le marché de l'habillement a ralenti en 2022, 26 milliards d'euros contre 27,8 en 2019, seule année de comparaison fiable. Avant de proposer des pistes de réflexion pour l'avenir, Gilda Mainviel, directeur de l'Observatoire économique de l'IFM, a indiqué le résultat d'études chiffrées et à même d'orienter les acteurs de la mode. Parmi les faits positifs indiqués par ce professionnel, citons la dynamique retrouvée des grands magasins, plus 35%, ce qui est compréhensible vu que la clientèle internationale est revenue, l'augmentation de la demande masculine qui occupe 30% des parts de marché contre 50% pour la femme, et un panier moyen à la hausse constaté par 53% des commerçants. Un enthousiasme qu'il convient de pondérer avec d'autres données. La fréquentation des magasins et le taux de transformation sont en recul, respectivement 47% et 50%. Les multimarques indépendants, les grands magasins et les hypermarchés accusent de fortes baisses, même si les ventes des pure players et celles des grands distributeurs progressent. Oublier les années de croissance, faire preuve de résilience, se réinventer, être solidaire. Parmi les nouvelles perspectives, Gilda Mainviel signale la montée en puissance de la seconde main, plus de 38% des distributeurs l'ont mise en place, des vêtements upcyclés, plus 36%, de la location, plus 9%. En 2022, 44% des consommateurs ont acheté un produit éco-responsable, 42% sont angoissés par la possible toxicité des produits et 38% ont des préoccupations environnementales. La piste du proche import serait-elle la voie à suivre ? Non, car même si Gilda Mainviel note une baisse des importations chinoises, elles occupent la place numéro 2, juste derrière le Bangladesh et devant la Turquie. De quoi donner le tournis. En réalité, l'explication est simple, les Français sont emplis de bonnes intentions, mais au moment de payer, ils ne sont plus du tout dans la même disposition d'esprit. Ne dit-on pas, le Français a le cœur à gauche et le portefeuille à droite. Selon Franck Léhué-D, directeur d'études et de recherche au Crédoc, le pouvoir d'achat reste la préoccupation principale des Français. La situation financière
s'est dégradé, surtout parmi les populations les plus modestes, les familles monoparentales, mais aussi, et c'est ce qui inquiète ce spécialiste, parmi les familles, les artisans, les commerçants et les chefs d'entreprise. Les Français se posent des questions sur la politique des revenus et les réseaux sociaux, inondés de posts sur la cherté de la vie, en sont témoins. Aussi, le fameux « consommer moins » ne signifie-t-il pas forcément consommer mieux, mais aussi consommer encore moins cher? La preuve, le Made in France dans la mode représente 3% des achats, tandis que le hard discount gagne des parts de marché. Tout cela équivaut à une remise en question de notre société de consommation et un constat. Les Français se sont accaparés les produits de seconde main, 38% d'entre eux pour être précis, une réalité que l'écosystème de la mode va bien devoir prendre en compte. De l'ère de la possession à celle de l'usage via l'upcycling et la seconde main. Pour remédier au fait que l'upcycling ne bénéficie pas d'une image glamour propre au rêve, l'IFM a convié Leopolda Conto-Bellina, fondatrice de Sed Nove Studio. Sa poétique présentation visait à faire la preuve de la valeur immatérielle de l'upcycling. Le vêtement upcyclé est témoin d'une histoire, il s'appuie sur la somme des valeurs avant lui, celle d'origine avec la matière première, le savoir-faire, le prestige d'une marque, et de citer des phénomènes de mode comme le bootleg, réappropriation de ce que font les marques pour créer un produit nouveau, la logomania ou encore le côté événementiel et donc rare d'une capsule upcyclée. À ce sujet, Jean-Marc Belaïch, président du groupe Printemps, a bien sûr fait écho de son espace Second Life, boulevard Haussmann. On m'appelle Monsieur Waouh car, selon moi, il faut retrouver l'effet waouh de l'expérience achat en magasin, indique-t-il. Pour la réenchanter, il compte sur la montée en compétence de la seconde main, mais aussi sur la restauration, l'humanisation du service client et un canal de live shopping orchestré par ses personnels shoppers. Le séminaire 2022 a bien évidemment abordé la question du digital, le bon usage de TikTok, le Web3, ainsi que d'autres sujets comme le rapport au beau ou les effets de la politique zéro Covid en Chine. Néanmoins, la conclusion est revenue à Fanny Moisan, fondatrice et présidente de Vestiaire Collective, comme une invitation à considérer que la circularité est pour l'instant le chemin que doit emprunter la mode pour se réinventer. Avec 24 millions de membres dans 80 pays, 1,7 milliard de dollars de chiffre d'affaires, 5 millions d'articles en catalogue et un marché qui a triplé ces 2 dernières années, Vestiaire Collective, 11e licorne française, s'impose comme une voie d'avenir. Vestiaire Collective a sorti à l'occasion de son côté poussiéreux en inscrivant les codes du luxe et en faisant beaucoup de curation pour créer un univers inspirant, explique Fanny Moisan. Je rêve que la seconde main puisse compenser la vente. Pour cela, la dirigeante a lancé plusieurs chantiers, proposé des solutions aux marques pour accélérer leur propre économie circulaire, ne plus revendre des articles de fast fashion, se déployer sur la blockchain qui permettra la traçabilité des vêtements via la Digital ID, faire du lobbying auprès du ministère de la Transition écologique. L'activisme ouvre-t-il la voie d'une logique politisation de la mode? Réponse dans les prochains articles en lien avec une étude présentée ce jeudi 1er décembre en avant-première par Caroline Ardelet et Benjamin Simnouer, professeur à l'UFM. Carte cadeau et chèque cadeau, un marché silencieux qui se numérise, à lire sur le siècledigital.fr en date du 8 décembre. Alors que les fêtes de fin d'année approchent, les Français, souffrant d'un contexte économique difficile, sont contraints de réduire leur budget alloué aux cadeaux. La crise énergétique qui s'installe depuis plusieurs mois ainsi que la hausse du coût de la vie oblige les ménages à se serrer la ceinture. Pour regagner du pouvoir d'achat, une réponse s'impose depuis plusieurs années. Le titre cadeau, cette solution qui existe au format physique avec le chèque cadeau et la carte cadeau, mais aussi numérique grâce au QR code et autres portefeuilles électroniques, ne cesse de gagner en popularité. Aux origines du titre cadeau. Le titre cadeau est à l'origine importé des États-Unis au milieu des années 1980 sous la forme la plus connue, le chèque cadeau. Souvent remis par les comités sociaux et économiques, les CSE, les instances chargées de la représentation des salariés au sein d'une entreprise, il permet aux employés d'acquérir plus de pouvoir d'achat. Ilan
Nounou, directeur général d'Endred France, le leader mondial des solutions de paiement à usage spécifique, a déclaré à Siècle Digital que le titre cadeau est un bénéfice très apprécié par les salariés français. Quelle que soit sa forme, c'est l'œuvre sociale préférée des Français, plus attendue que les chèques vacances. Il indique que le marché des titres cadeaux en France représente 2 milliards d'euros distribués par 145 000 entreprises, en grande majorité au travers des CSE, et dépensés par 8 millions de salariés chaque année. Depuis quelque temps, le chèque cadeau cède du terrain à la carte cadeau, physique ou digitale, qui rend l'utilisation des titres plus simple. Olivier Riquet, directeur général adjoint chez Global POS, une société éditrice de solutions logicielles pour points de vente, explique que ce changement a eu lieu d'un point de vue sécuritaire, car il est plus difficile de perdre une carte qu'un chéquier, mais aussi pour faciliter la distribution au CSE. Il ajoute qu'au contraire du chèque, la carte et ses câbles renforçants son confort d'usage. Avec la part grandissante du numérique dans la vie quotidienne et les habitudes des consommateurs, le titre cadeau s'est adapté, optant pour un format digital. Il y a une vraie accélération de la carte cadeau, note Olivier Riquet. La carte cadeau digitale simplifie d'autant plus la logique et la distribution au CSE, puisqu'il leur suffit d'envoyer un code par email. Ilian ou Nounou tempère cependant, la croissance des solutions numériques est supérieure à celle du papier. Toutefois, l'écart entre les deux n'est pas si fort que ça. Il précise que les CSE sont encore très attachés au geste physique et à la symbolique de la remise du carnet de chèques cadeaux sous l'arbre de Noël. Un marché en constante expansion. L'attention que portent les CSE au titre cadeau, quelle que soit leur forme, montre l'importance de ce marché en France. D'après Olivier Riquet, celui-ci connaît une croissance constante de plus de 10% chaque année. Cela fait vraiment 10 ans que le principe de carte cadeau accélère, et depuis 5 ans, nous observons des croissances à 2 chiffres, révèle-t-il à Siècle Digital. La carte cadeau a cru de 10% en 2021 et devrait atteindre les 14% de hausse en 2024. Selon Olivier Riquet, 70% des cartes cadeaux sont émises pour le commerce inter-entreprises. Les 30% restants concernent les particuliers et justifient ce ratio par les budgets sociaux de fonctionnement imposés par la loi au CSE. Il analyse: chaque entreprise doit verser un pourcentage de la masse salariale à son CSE. Ces derniers voient en la carte cadeau un outil de redistribution du pouvoir d'achat à ses collaborateurs. De plus, il s'agit d'un marché extrêmement saisonnier. 70% des titres cadeaux sont distribués pour les fêtes de fin d'année. Depuis la crise du Covid-19, les CSE ont tendance à allouer une part plus importante de leur budget au titre cadeau. En 2022, ils peuvent offrir jusqu'à 171 € de chèques ou cartes cadeaux lors de certains événements choisis par l'URSSAF, tels que Noël ou la rentrée scolaire. Ce plafond a été augmenté à 342,80 € en 2020 et 250 € en 2022 pour redonner un coup de fouet au pouvoir d'achat des salariés français et à la consommation. Si le retour à la normale du plafond fixé par l'État donne un coup de pouce financier non négligeable, pour les acteurs de l'industrie du titre cadeau, ce n'est pas suffisant. Ilian Nounou, également membre de l'A3C, l'association professionnelle des émetteurs de chèques et de cartes cadeaux, affirme que ce qui est nécessaire à la crise du Covid-19 l'est toujours pendant la crise inflationniste que nous vivons. Nous appelons le gouvernement à faire de nouveaux gestes pour remettre à ce plafond d'être au minimum à 250 €, voire 340 €. Cela serait sans aucun coût pour l'État, puisque cet argent vient des CSE qui possèdent un budget fixe en pourcentage de la masse salariale. Une enquête de l'A3C réalisée par l'Institut de sondage Harris Interactive sur la perception et l'utilisation des titres cadeaux et culturels en entreprise montre que 84% des salariés souhaiteraient que leur employeur ou CSE leur alloue un montant supérieur de titres cadeaux pour les sortir de leurs achats de fin d'année. Toujours selon cette étude, dans le contexte économique actuel, plus de 8 salariés sur 10 estiment devoir réduire leurs dépenses de fin d'année par rapport aux années précédentes. La puissance économique du titre cadeau. Pour comprendre le point de vue des adhérents de l'A3C, il est important de se rendre compte du poids des titres cadeaux dans la société française. D'après le dirigeant d'Endred France, l'augmentation du plafond des années précédentes a permis d'injecter plus de 150 millions € de consommation additionnelle pour aider les petits commerces. En plus d'offrir du pouvoir d'achat, les titres cadeaux possèdent de nombreux avantages pour les enseignes qui les acceptent.
Tout d'abord, ils sont en effet déclencheurs. L'investigation de l'A3C dévoile qu'environ 50% des bénéficiaires de titres cadeaux ont effectué des achats qui n'étaient pas prévus. C'est une véritable source de trafic, notamment avec le contexte difficile que traverse le secteur du commerce, glisse Olivier Riquet. Enfin, il renferme un effet multiplicateur. L'enquête de l'A3C révèle que 61% des bénéficiaires ont dépensé plus que le montant du titre reçu. En 2022, le panier de dépenses moyen est de 206 € pour 130 € de titres cadeaux. Il s'agit d'un abondement de près de 60%. Une grande partie de ces titres sont utilisés auprès des magasins de jouets et ou des libraires de quartier. Du cadeau impersonnel au cadeau malin. Au cours du temps, le titre cadeau est parvenu à se défaire de son image négative de cadeau facile et impersonnel. Il est passé l'année dernière, selon le dirigeant de Global Post, 4e cadeau préféré des Français. Virginie Pez, professeure des universités à l'université Paris 8 Vincennes, Saint-Denis, et spécialiste des comportements de consommation, explique cet engouement par un ratio coût-bénéfice très intéressant pour ce type de cadeau. Offrir une carte ou un chèque cadeau demande moins d'efforts et limite les risques de déception. La personne qui se voit offrir une carte cadeau a le choix, elle peut se faire plaisir sans mettre l'offreur dans l'embarras, note-t-elle auprès de Siècle Digital. Pour l'experte dans le comportement des consommateurs, ce qu'il manque au titre cadeau, c'est l'expérience de réception. Celle-ci est dégradée par le rapport, qu'il soit physique ou numérique, et n'est pas aussi symbolique que les présents traditionnels. Les marques ont tout intérêt à réinventer l'expérience de la carte cadeau numérique en la rendant encore plus riche, plus symbolique et moins impersonnelle, assure Virginie Pez. Plusieurs entreprises proposent de repenser la présentation des titres cadeaux numériques. C'est le cas de Global Post qui accompagne les enseignes dans la création de cette expérience. Olivier Riquet indique que nous offrons un accompagnement stratégique aux enseignes sur le marketing, sur la technique, mais aussi sur le côté légal et sécuritaire. L'entreprise basée à Montpellier a lancé en novembre une nouvelle solution intitulée Vitrine. L'idée est née pendant la pandémie, alors que les retailers ne pouvaient plus vendre leurs cartes cadeaux dans les magasins physiques, raconte Olivier Riquet. Nous avons décidé de créer un affichage de QR code disponible partout sur le parcours client, ajoute-t-il, que ce soit en vitrine, sur un live shopping ou dans un catalogue ou sous un abribus, il est possible de commander une carte cadeau et de l'envoyer au destinataire. Pour Global Post, Vitrine répond à plusieurs demandes: la simplification de la vie du détaillant et du client, la multiplication de la prise de parole des marques et une augmentation de l'affichage publicitaire. Alors quel avenir pour les titres cadeaux ? Dans ce monde où le numérique prend chaque jour de plus en plus de place, pour Endered, les futurs titres cadeaux éclairent. Nous pensons que la dématérialisation est le sens de l'histoire et nous prônons une dématérialisation totale, ne serait-ce que pour les sujets de sécurité ou environnementaux, révèle Ilian Wanounou. Le bien-être environnemental est devenu un argument majeur du tout numérique de ces titres, un avis partagé par Virginie Pez qui estime que ce marché est dans l'air du temps car il répond à des enjeux de surconsommation. C'est important pour les consommateurs de sentir qu'ils ne vont pas acheter de cadeaux qui peuvent être inutiles. Le directeur général d'Endered France prend tout de même ses précautions. Je pense que le futur est une combinaison, une hybridation entre la carte cadeau physique et la carte cadeau numérique avec disparition progressive du papier. Il conclut que le tout numérique n'est pas souhaitable là où Global Post réfléchit déjà à l'implémentation de la carte cadeau dans le Metaverse. Decathlon, l'enseigne reine de l'expérience client, à lire sur fashionunited.fr en date du 8 décembre. Decathlon, l'entreprise la plus admirée des Français, est aussi l'enseigne déployant la meilleure expérience client possible en Europe du Nord. C'est la conclusion formulée par Google dans une étude réalisée avec la société de conseil Pattern et mettant en concurrence 71 marques dans 6 pays, Belgique, Pays-Bas, Danemark, Finlande, Norvège et Suède. Basée sur la performance omnicanal, l'étude évalue 5 principes clés de l'expérience client: personnalisation, flexibilité, c'est-à-dire livraison et réalisation rapide, facilité d'accès à l'aide et au conseil,
commodité, c'est-à-dire résoudre facilement les obstacles qu'un acheteur omnicanal pourrait rencontrer, et expérience unifiée. Sur ces 5 points, l'enseigne de sport Decathlon arrive en tête grâce à une approche holistique. Lorsqu'il s'agit d'offrir une expérience vraiment personnelle à vos clients, il est important de comprendre leurs besoins individuels, déclare Alexandre Velge, leader on-site Customer Experience chez Decathlon Belgique, à Maxime Hutz et Elan Rizy-Chorvon, auteurs de l'étude. Pour poser les bonnes questions et construire des profils clients permettent de leur proposer les produits, solutions ou services les plus adaptés. Selon l'étude, les clients omnicanaux qui interfèrent avec l'enseigne à travers plusieurs points de contact de Decathlon sont ceux qui effectuent le plus de visites, générant une valeur de commande moyenne de 37% supérieure à celle des clients hors ligne. Cette performance est notamment due au fait que l'entreprise dispose d'un système de données interne offrant une vue centralisée à 360 degrés sur le comportement omnicanal de ses clients et échange les données entre les différents pays où elle est implantée, tout en respectant l'autonomie au niveau local. En 2021, Decathlon a enregistré 13,8 milliards d'euros de ventes, un chiffre supérieur à son niveau d'avant la pandémie, et 4,5 milliards d'euros de volume d'affaires sur le marché français. Post-pandémie, comment l'industrie du luxe a su se réinventer pour rester attractive? À lire sur fashionunited.fr en date du 2 décembre. L'industrie du luxe se dirige vers le renouveau. À peine remise de l'impact négatif de la pandémie, les entreprises du luxe s'orientent vers de nouvelles opportunités résultant de la transition verte et de la progression vers un modèle économique circulaire et un commerce responsable. Dans un rapport, le cabinet Deloitte dévoile les tendances qui impactent le marché des produits de luxe. Parmi elles, les engagements responsables et la révolution numérique continue du Metaverse et du Web 3 qui suscitent beaucoup d'enthousiasme dans l'industrie du luxe et offrent aux entreprises des possibilités d'innovation. Longtemps critiquées pour l'impact environnemental de leur processus de production et de leurs pratiques de consommation, les entreprises du luxe s'engagent de plus en plus vers une économie circulaire et du luxe durable. Un nouveau chemin qui leur garantit, selon le rapport de Deloitte, des avantages tels que la réduction de l'impact sur l'environnement, l'amélioration de la sécurité de l'approvisionnement en matières premières, l'augmentation de la compétitivité, la stimulation de l'innovation, le renforcement de la croissance économique et la création de nouveaux emplois. En intégrant les principes de durabilité dans leur stratégie de base, ces entreprises se dirigent vers une nouvelle conception du luxe en suivant les critères ESG, environnement, sociaux et gouvernance. Elles utilisent la technologie pour développer de nouveaux matériaux respectueux de l'environnement et trouver de nouvelles façons d'être plus durables dans la conception, la production, la distribution et la communication. Les grandes entreprises du secteur du luxe augmentent leurs revenus. Les 100 premières entreprises mondiales de produits de luxe ont généré des revenus de 305 milliards de dollars au cours de l'exercice 2021. Ce chiffre était de 252 milliards de dollars l'année précédente et avait atteint 281 milliards de dollars sur l'exercice 2019. La performance des entreprises du top 100 sur l'exercice 2021 reflète un rebond, une augmentation de 21,5% en glissement annuel. L'impact de la pandémie de Covid s'étant atténué avec la réouverture de magasins et la reprise de la demande des consommateurs. 73% des premières entreprises ont enregistré une croissance des ventes de produits de luxe au cours de l'exercice 2021, contre seulement 20 entreprises au cours de l'année 2020. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oublie pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.